Je m'appelle Ager Karoui, je suis maman de 3 filles et je suis médecin, diplômée de la faculté de médecine de Lyon. Depuis 30 ans, je soigne les enfants dans une structure sanitaire en Tunisie. J'ai trouvé l'idée intéressante de fouiller dans ce contexte historique de la Tunisie dont on parle quasiment plus. C'est comme si c'était un chapitre obsolète. De fait, il y a eu très peu d'écrits à ce sujet, excepté des études élaborées par des chercheurs. J'ai voulu lever le voile sur cette période en l'abordant à ma façon, en la romançant, en ajoutant un grain d'humour, tout en restant très près des faits historiques. Comme toute société, la société tunisienne souffre d'amnésie et par mes recherches, j'ai voulu assurer une résurrection partielle de la décennie 1960-1970 à travers une famille bourgeoise tunisoise qui a vécu durant cette période historique peu glorieuse de la Tunisie. L'école m'a appris à lire mais ne m'a pas appris à écrire. En fait, on n'apprend pas vraiment à écrire. On s'y jette un jour comme pour rechercher un besoin d'air pur ou un lieu de retrouvailles avec sa propre expérience ou rechercher un besoin irrépressible de retourner vers l'enfance. Quand on est habité par les démons du passé, l'écriture permet de plonger dans la peau des personnages qu'on a inventés mais qui ressemblent beaucoup à des gens qu'on a croisés. Cette décennie recèle un grand nombre de silences qui ne doivent rester ni dans l'oubli ni dans l'interdit. Beaucoup de choses n'ont pas été dites à cette époque et peuvent être exprimées de nos jours grâce à la totale liberté d'expression que la Tunisie a acquise depuis la Révolution. Débusquer les faits illicites, les décortiquer, en comprendre les enjeux a été mon challenge. Avant de jeter les premiers mots, il m'a fallu effectuer un travail de recherche préliminaire. J'ai dû consulter les sources primaires, c'est-à-dire les journaux, les dossiers thématiques en rapport avec des sujets d'actualité nationale et internationale, directement issus de la période historique qui m'intéresse, pour m'imprégner de l'atmosphère de l'époque et ne pas passer à côté des faits croustillants susceptibles de donner du relief à mon sujet. Pour cela, j'ai dû me rendre 2 fois par semaine pendant une année au Centre de documentation nationale parce que le Centre de documentation nationale ne s'est mis à l'information électronique et à la documentation numérique qu'à partir de 2009. J'ai dû aussi ingurgiter le fameux Perspectives décennales de développement de Ahmed Betsala. Dans un second temps, j'ai fait appel à mon imagination et j'ai dû faire le tri entre les faits historiques et les protagonistes, puis j'ai croisé leur vie fictive avec les événements historiques réels. Ensuite, j'ai étoffé mon récit en ajoutant plus de détails, en puisant dans mes expériences personnelles ou des aventures qui ont été vécues par mon entourage, en me remémorant des histoires qui m'ont été transmises par mes grands-parents ou des événements qui ont marqué mon enfance. 2 ans ont été nécessaires pour achever Chronique des années Cactus. J'avais une dizaine d'années à l'époque et l'angoisse était perceptible dans toutes les couches sociales. Pourtant, ça a été une période très heureuse pour moi. Mon père était proviseur du lycée de Béja et j'avais le sentiment d'une liberté totale, mais qui était factice parce qu'il y avait partout des yeux pour me surveiller. Je sentais également une sourde angoisse qui émanait de mes parents et je n'arrivais pas à mettre un nom dessus parce que mes parents n'étaient pas propriétaires terriens. Ce n'est que quelques années plus tard que mon père m'en a donné l'explication. Il s'attendait à tout moment à être arrêté en tant qu'ami intime du gouverneur de Béja.
des personnes zélées avaient fomenté une cabale contre lui, l'accusant de fournir au gouverneur les filles internes du lycée à des fins de débauche sexuelle. Toutefois, mon père n'a jamais été arrêté. Cela prouve bien que la police était bien renseignée et qu'elle faisait correctement son travail. Ce contexte m'a toujours hanté parce qu'il a cheminé avec mon enfance. Et c'est cette curiosité logique et non pas un besoin d'exutoire qui m'a poussé à écrire Chronique des années cactus. Que signifie être dans sa bulle? Être désocialisé, ne pas parler aux gens, ne pas communiquer avec les gens, être terrorisé par les événements qui font issue dans votre vie? Non. Être dans sa bulle, réfléchir, penser, ne pas se laisser envahir, aimer à s'occuper seul, ne pas aimer beaucoup sortir, oui. Mais attention, je dois ajouter une nuance. Je ne suis pas du tout fermée à la vie dans toute sa plénitude. Je trouve qu'avoir son petit monde à soi est une excellente chose. La bulle, c'est comme une énergie, comme une batterie à laquelle on se charge, qui nous permet de nous connecter à notre source intérieure. Il est évident que je suis intéressée par le monde, je suis ouverte au monde. Et à ce propos, je citerai un proverbe chinois qui dit que le sage peut découvrir le monde sans franchir le pas de sa porte. Être ouverte au monde, c'est accepter les gens tels qu'ils sont, ne pas les critiquer, ne pas commérer, accepter les différences. Être ouverte au monde, c'est également utiliser les nouveaux moyens de communication modernes qui nous permettent de communiquer avec qui on veut et quand on veut. C'est comme une lampe sur le pas d'une porte. La lumière éclaire aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. S'imprégner des richesses du monde, avoir plusieurs sources de communication est un formidable outil socialisateur qui est indispensable à notre survie en tant qu'espèce sociale et organisée.